Que serait notre conscience sans inconscient ? La psychanalyse est-elle la seule forme de thérapie ? Que veut-on dire quand on parle de pulsion ? Dans quel cas parlons-nous de transfert ? Branchez vos synapses et entrez dans l'interface pour apprendre à penser psycho. Une émission proposée par Lucie, Mostafa et Alexandra, étudiants en psychologie clinique. Bonjour et bienvenue sur Pensée Psycho. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est le sujet des addictions. Je suis Mostafa Mala, votre présentateur, et je suis avec... Lucie Boria, toujours en M1 psychologie, psychopathologie clinique, psychanalytique à Lyon 2. Moi aussi, je suis en PPCP avec elle. Ça fait toujours plaisir de le dire, voilà, je vais rappeler. Donc, on est censé être que deux, mais il y a une troisième présence avec nous. Présente-toi quand même si t'es pas dans l'épisode. Alors, je suis Alexandra Hornecker et je suis en M1 à l'UCLI, en psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent. Parce que de toute façon, je suis partie. Coupé. Donc, on vous souhaite un très bon épisode et une très bonne écoute. Et on espère que l'épisode qu'on a concocté sur les addictions va vous plaire. Aujourd'hui, Mostafa Mala et moi-même, Lucie Boria, allons vous parler de l'addiction. Nous donner une définition de l'addiction, vous donner les critères du DSM et après on discutera sur plusieurs thèmes liés à l'addiction. Aujourd'hui, comme l'addiction ça fait plus partie de mon rang de spécialisation, je serai le principal à parler, mais ça sera plus un épisode de discussion puisque dans la psychologie et la psychopathologie clinique, ça reste un sujet qui est encore flou, encore débattu. On aura l'occasion d'en débattre pendant cet épisode de Pensée Psycho. Lucie ici sera ma discutante, elle pourra me poser certaines questions par rapport aux parties plus construites et sinon les autres parties, on va en discuter comme des étudiants de L3/M1 en transition. On pourra émettre nos propres hypothèses, émettre nos propres raisonnements. Certaines des choses qu'on va vous donner, ça va être des faits qu'on a trouvés, qu'on a recherchés, et d'autres choses, ça va être juste nos propres opinions concernant le sujet des addictions. Ne le prenez pas pour argent comptant, mais si vous voulez en discuter dans les commentaires, on est là pour y répondre. Je pense qu'on spécifiera quand est-ce qu'on donne notre opinion et ou sur lesquels on peut discuter vraiment sur le sujet et quand est-ce qu'on utilise les cours qu'on a pu lire dans les livres. Alors on va commencer sur la définition de l'addiction et aussi on peut en discuter. J'ai une définition qui dit c'est une répétition d'actes susceptibles de provoquer du plaisir, mais qui se marque par la dépendance à l'objet consommé. Déjà, à partir de cette définition, on a une distinction entre l'addiction et la dépendance. La dépendance fait ainsi partie de l'addiction et fait partie du lot entier. J'ai aussi beaucoup lu des comparaisons avec un assujettissement de la personne à ses addictions, à ses dépendances. Joyce McDougall dit que c'est une lutte inégale entre le sujet et une part de lui-même. Lucie, que penses-tu, par exemple, de l'addiction ? Moi, la première question qui me vient, c'est qu'on ne peut pas avoir que de la dépendance sans addiction. Si on est dépendant à quelque chose, c'est forcément lié à une addiction ou est-ce qu'on peut être dépendant sans être addict ? C'est assez flou parce que comme tu as mis accent sur la différenciation, enfin la différence en tout cas des deux termes, on pourrait penser qu'ils sont vraiment indépendants l'un de l'autre. Là, ça reste une frontière assez floue entre les deux concepts parce que quand on parle d'addiction, on parle forcément du plaisir que ça apporte. Moi, je le comprends comme ça. La dépendance n'apporte pas forcément de plaisir, mais elle fait peut-être sens dans l'appareil psychique du sujet, comme on en parlera. Mais ça reste des définitions, en fait. Ça sert à nous guider, mais ça résout pas le problème. Oui. On va lister peut-être un peu les critères qui sont mentionnés dans le DSM-4 pour diagnostiquer. Encore une fois, bon, c'est pas tout à fait le travail du psychologue, mais diagnostiquer une addiction. Alors, définition du DSM-4. La Bible de la psychiatrie. mais surtout des Américains. Parce que les Américains, ils s'en servent pour être indemnisés par la sécurité sociale, des choses comme ça. Et donc, du coup, il faut être diagnostiqué de quelque chose pour être remboursé. En France, ça marche pas tout à fait comme ça. On se sert moins du DSM-4 dans cette optique-là. Cependant, ça reste une béquille, une aide pour classifier et comprendre les différentes pathologies qu'on peut rencontrer sur le terrain.
C'est un registre plutôt psychiatrique qui touche un peu à la neuro, un peu à la psychopathologie. C'est un manuel de diagnostic. En fait, il faut pas trop le prendre au pied de la lettre. Donc, je sais que dans la fac où on est, il est plutôt mal vu. Dans le sens où, dans le DSM-3, il me semble, l'homosexualité, c'est une pathologie. Alors que ça n'en est pas une pour certains de nos auditeurs. DSM, on s'oriente avec, on se base pas trop dessus. Juste une parenthèse, si jamais vous posez la question, vous pouvez aller voir Max Bird qui a fait une excellente petite vidéo sur pourquoi l'homosexualité est naturelle. Faite avec des faits scientifiques, des recherches scientifiques et très intéressant à regarder. Sinon, on fera un épisode sur les variances de l'Oedipe. C'est prévu dans ce qu'on va appeler des psychotes. Donc, je pense que vous pourrez aller vous informer là-dessus sur l'épisode de l'Oedipe que je vais présenter parce que c'est mon psychote, on s'est partagé les thèmes. On ferme cette petite parenthèse pour passer à l'addiction. Voilà, on peut passer aux critères de dépendance à la substance. Il faut présenter, il y en a 7, il faut présenter au moins 3 sur les 7 par rapport à la substance. Premier critère donné dans le DSM-4, c'est l'effet de tolérance. Donc qu'est-ce que l'effet de tolérance ? Très rapidement et très simplement, c'est l'accoutumance à la drogue. C'est au fur et à mesure qu'on prend la drogue, le plaisir que ça engendre diminue dans la consommation. On parle aussi du premier rush, du premier shot, à la première prise de la substance, la première rencontre dans la clinique qui fait sens. Quelques auteurs ont parlé de lune de miel avec la substance. C'est un moment qu'on essaye de retrouver à travers les consommations qui suivent. Et ce qui fait que, de toute façon, ce seuil-là ne sera jamais atteint. Parce que c'est des sécrétions de dopamine qui sont assez fortes dans le cerveau pour la première fois. Donc ce que font les patients qui souffrent d'addiction, c'est qu'ils prennent de plus en plus la substance. Et c'est pour ça qu'on parle d'effet de tolérance. La dopamine, si vous voulez, c'est le neurotransmetteur du plaisir. Il est dans le système de récompense dans le cerveau. Et on fera un épisode sur les bases de la neuro pour vous expliquer tous les fonctionnements neurologique de base pour comprendre un peu la psychologie en général. On fera des épisodes pour expliquer tout ce qui est circuit dopaminergique, circuit de récompense, le système limbique et on pourra en parler plus en détail. On peut passer au deuxième critère qui est les symptômes de sevrage. Les symptômes de sevrage, c'est quand on arrête la prise de substance, il y a des effets sur le corps. On peut parler de patients héroïnomanes. Je vais donner un exemple. Dans 13 Reasons Why, dans la saison 2, Justin qui... Spoiler alert. Justin devient héroïnomane et quand il essaye d'arrêter ses prises de substances, a des montées de fièvre, vomit tout le temps, se sent mal. Ça, c'est des effets de sevrage. Parfois, on peut parler de douleurs somatiques très intenses. Il y a des symptômes plus ou moins similaires aussi dans l'alcoolisme. Il y a un film qui est pas mal, qui est sorti avec Sandra Bullock il y a quelques années déjà, 28 jours dans sursis, où du coup elle est alcoolique et en fait elle part en cure de désintoxication. Oui, il y a plusieurs références cinématographiques. Et puis ça parle un peu à tout le monde, je pense aussi, ce genre d'exemple. Donc l'effet de sevrage, c'est une douleur somatique dans le corps, ou des effets somatiques, où on vomit, des fièvres. On peut trembler. On peut passer donc au troisième point, il y a la sensibilisation. C'est un peu l'effet inverse de l'effet de tolérance, puisque la sensibilisation, au fur et à mesure qu'on prend la drogue, il y a des effets souvent négatifs, donc les effets les plus désagréables, qui augmentent. On devient plus sensible, par exemple, ce qu'on appelle les bad trips. On peut aussi parler d'effets tout simples, par exemple la cigarette qui augmente la sensibilisation des poumons. On peut parler, pas que dans l'effet de la substance sur le système neuronal de la personne, mais aussi sur l'effet de la substance sur le corps de la personne. La sensibilisation se fait sentir de plusieurs façons. Il n'y a aucun exemple de drogue dont l'effet voulu est augmenté avec les prises. Il y a des drogues dont l'effet addictif et l'effet sur le corps aussi augmente beaucoup avec les prises comme la drogue Crocodile. Si vous connaissez pas, ne tapez pas sur Google pour votre propre santé mentale parce que c'est une drogue qui fait nécroser la peau et la chair, parfois jusqu'aux os, et je pense qu'à 2-3 prises, l'individu il est mort. La sensibilisation peut coexister avec l'effet de tolérance parce que l'effet voulu diminue et l'effet indésirable augmente.
On va expliquer ça comme ça. Je pense que ça varie d'une drogue à l'autre, d'un individu à l'autre, selon les prises, selon les contextes. Le 4e critère, c'est un désir persistant ou un effort infructueux pour diminuer ou contrôler la consommation. Le patient aura tendance à vouloir arrêter. Pas dans tous les cas, c'est pour ça qu'on dit 3 sur les 7. Le patient aura tendance à vouloir arrêter ou diminuer ou contrôler, mais ça va être infructueuse. Comme les personnes qui essayent d'arrêter de fumer et qui n'y arrivent pas. Parce que la plupart des gens qui sont addicts savent que la substance est nuisible pour leur corps. Et il n'est pas toujours que question de substance, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard dans l'épisode. Il y a un autre critère qui vient ensuite, c'est qu'on passe beaucoup de temps à utiliser ou à chercher la substance à laquelle on est addict. Tu avais un exemple à donner plutôt concret ? C'est un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est en écoutant un podcast d'une célébrité. Je pense pas que ça va déranger quand on la cite, c'est Katia de Drag Race, qui a un podcast et qui a parlé ouvertement de son addiction au crack. Un jour, elle a attendu son dealer pendant 24 heures. 24 heures collée à son téléphone en train d'envoyer des messages à son dealer qui lui disait j'arrive. Elle a passé 24 heures à attendre. Ce qui est hallucinant, juste pour se procurer une substance addictive et qui parle un peu de la puissance que peut avoir l'addiction sur la psyché humaine. Ce critère, je trouve qu'il est lié au critère qui vient juste après. Donc le 6e critère, abandonner ou réduire ses activités sociales, professionnelles ou de loisirs à cause de l'usage de la substance. Et là encore, c'est très subtil parce que ça dépend de la drogue. Cette même Katia dont j'ai parlé, elle classifie les drogues en 3 catégories et c'est intéressant d'en parler. Il y a les uppers, les drogues qui sont plutôt excitantes. Les downers, les drogues qui sont plutôt relaxantes, mais pas relaxantes dans le bon sens. Qui rendent amorphes un peu. Ouais, qui rendent amorphes. On peut donner l'exemple de l'héroïne. Et les drogues hallucinogènes. Les drogues qui rendent amorphes et les drogues hallucinogènes sont des drogues qui peuvent être une barrière à la vie sociale et aux loisirs. Les drogues qui sont des uppers, les gens prennent du speed, du crack, de la cocaïne pour augmenter leur productivité. Par l'exemple du speed, on peut prendre l'exemple de Lynette Scavo dans Desperate Housewives qui prend les pilules pour l'hyperactivité de ses enfants pour être une mère plus productive, pour tout organiser, pour pas dormir parce qu'à un moment elle était surmenée. Mais même ces drogues-là qui sont excitantes peuvent entraver la vie sociale parce que ça chute au bout d'un moment et ça a des effets négatifs. On passe au 7e et dernier critère qu'on peut retrouver dans les addictions. Continuer à utiliser la substance malgré la connaissance des risques pour la santé. Ça, on l'évoquait un peu plus haut en expliquant un autre critère. Et la plupart des gens qui sont addicts à une substance, que ce soit l'alcool, la drogue, les médicaments, enfin toute substance, ils savent que c'est très mauvais pour leur corps, très mauvais pour leur santé, très mauvais pour leur vie en général dans tous ces aspects. Mais encore une fois, il y a cette incapacité à pouvoir arrêter ou contrôler la consommation. C'est pour ça que Joyce McDougall parle de lutte inégale, avec une part de soi-même qui nous force. On est esclave de la substance dans la prise et dans l'addiction. Donc on va conclure pour cette première partie de l'épisode sur les addictions. On espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris pas mal de choses. Et on vous dit à la prochaine sur Pensée Psycho.